quelqu'un du Pentagone a divulgué des informations secrètes à l'Iran. Donc, c'est quelqu'un du Pentagone. Il a informé les médias qu'il n'était pas vrai que les 2 pilotes avaient déjà été sauvés, comme nos militaires l'avaient redit, que tout allait bien, que les 2 pilotes avaient déjà été sauvés et ramenés. Mais l'un a été évacué, l'autre serait dans les montagnes d'Iran. En conséquence, après la publication de cette information, les Iraniens ont envoyé une équipe de recherche pour attraper les Américains. Eh bien, ils n'ont pas seulement piégé lui, bien sûr, mais aussi beaucoup de gars qui, à cause de tout ce qui s'est passé, ont dû y retourner par les airs 3 fois, comme on dit, en essayant de le sauver. Qui est cet homme qui a vendu le pilote pour un scoop ? Et bien sûr, toutes les équipes de recherche aussi, que nous ne connaissons pas encore. Mais nous le saurons, et ce tribunal, mesdames et messieurs. Mais si le journaliste, nous savons, qui a publié, ne donne pas le nom du traître, alors il ira lui-même en prison. À la place du traître, tant qu'ils ne donneront pas son nom. Les détails suivront. Mais oui, je veux juste prévenir, j'ai des problèmes avec mon micro et je ne pourrai probablement les régler que demain ou après-demain. Donc je m'excuse, messieurs. Merci de m'avoir signalé que j'avais des problèmes. Sinon je ne l'aurais pas su, mais ne le mentionnez plus, s'il vous plaît. Maintenant, un autre sujet qui sera abordé aujourd'hui, c'est l'affaire concernant Comey, Brandon et Obama. Parce que ça se développe, eh bien, en gros, comme on pouvait s'y attendre, mais c'est désagréable, mais il y a vraiment des possibilités incroyables. Eh bien, et comme toujours, en première ligne, il y a John Solomon. J'en ai déjà parlé, bien sûr, c'est vraiment un journaliste d'investigation fantastique, comme on dit, oui. Je vais d'ailleurs vous raconter des détails absolument fascinants sur les enregistrements de Comey. Il écrivait aussi des notes qui étaient mais complètement à l'opposé de ce qu'il a ensuite déclaré sous serment devant le Congrès et tout ça. Bon, très bien. Et maintenant, passons à ce que Trump appelle la journée des ponts et de l'énergie. Le mardi matin. L'Iran a interrompu les négociations. Et maintenant, nous refusons toute négociation avec l'agresseur, a annoncé l'agence de presse d'État iranienne. Alors, que va-t-il se passer maintenant ? Alors, qu'est-ce qui attend l'Iran et le monde mardi ? Bon, je veux tout de suite préciser parce que j'enregistre ceci dans la nuit de lundi à mardi et vous regarderez ça mardi matin. Une fois passées les fameuses 8 heures du matin fixées par Trump, je suis presque sûr qu'il dira que des négociations sont en cours. Les négociations avancent et je prolonge encore tout ça d'1 semaine, disons. Il n'y a rien de mal à cela, simplement parce que toute possibilité de empêcher ce que nous comptons faire en Iran serait tout à fait remarquable. C'est en quelque sorte nécessaire de le faire, mais en même temps, j'aimerais vraiment que cela n'arrive pas. Malgré les recherches visant à retrouver les pilotes, les États-Unis n'ont pas cessé une seule seconde les opérations de nettoyage du complexe militaro-industriel iranien, même pendant les recherches pour retrouver le pilote, comme on l'a appris. Des sources américaines ont révélé à Fox News que durant l'opération de sauvetage du week-end, l'amiral Brad Cooper, chef du commandement central, a ordonné de frapper le quartier général souterrain des gardiens de la révolution islamique à l'extérieur de Téhéran. Selon Fox News, des bombardiers B-2 ont été utilisés lors de cette frappe, ainsi que de puissantes munitions pénétrantes, des bombes et des bombes anti-bunker pour atteindre cet objectif, les mêmes armes que lors de l'opération Marteau de minuit. Donc, Trey Hingst rapporte que nous avons utilisé des MOPS, des bombes de 30 000 livres des GBU-57, qui, je suppose, étaient justement ces MOPS qui ont été utilisées. Elles ont été larguées par des bombardiers furtifs B-2 afin de détruire complètement ce bunker souterrain secret destiné à la direction du CGRI. Malgré l'affirmation de l'Iran selon laquelle il n'y a aucune négociation, Trump a déclaré lors d'une conférence de presse que des négociations étaient en cours. Et il espère que l'ultimatum expirera mardi matin. Mais comme je le prévois, je pense qu'il y aura encore une sorte de prolongation. Théoriquement, il devrait se terminer à 8 heures du matin mardi, heure de Washington. Pour moi, il est 5 heures du matin et ailleurs, sans doute vers 15 heures. En Ukraine, en Israël, là-bas, et ainsi de suite. Donc, il n'aura pas à le faire. Il dit que si vous réussissez à organiser une réconciliation, il ne sera pas nécessaire de donner l'ordre. Détruisez tous les ponts, les centrales électriques et tout ce qui est lié à l'énergie de l'ennemi. Leurs stations de dessalement cesseront immédiatement de fonctionner. C'est en réalité très très mauvais. Mais s'il n'y a pas de réponse, alors l'Iran sera ramené à l'âge de pierre.
Quand on ne prendra plus de gants, le président Trump a publié ce matin, mardi, à 20h heure de la côte Est. Quand le vrai chaos pourrait-il commencer? Mardi, à 20h heure de la côte Est. C'est la date limite, c'est l'ultimatum. Arrêtez les actions terroristes, ouvrez le détroit d'Ormuz, sinon vous savez quoi? Mardi, à 20h heure de la côte Est, ce sera le jour des ponts et des centrales électriques. Actuellement, le monde entier, y compris le régime iranien, attend avec anxiété la suite des événements. Ils sont là-bas en train de délibérer. Devons-nous capituler ou nous rendre? Vous comprenez? Poursuivons notre revue des dernières nouvelles. La journaliste Rachel Scott a eu un entretien ce matin avec le président Trump. Elle a rapporté « Il m'a dit que ce conflit devait se terminer en quelques jours, pas en semaines. Mais, si aucun accord n'est trouvé, il est prêt à faire exploser tout le pays, ne laissant pratiquement aucune option. Est-ce un acte de désespoir ?» a demandé le président Trump. « Si cela arrive, et sinon, nous ferons exploser tout le pays », a-t-il déclaré. La journaliste Rachel Scott lui a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'il ne ferait pas. Le président Trump a répondu « Très peu. Trump a fini de jouer. » Trump a fini de jouer à ses jeux. Il en a vraiment assez de tout ça. Il a fini de jouer à ce jeu de tap-taupe avec le régime iranien. Maintenant, il va faire exploser toute cette taupinière. Il semble bien que ce soit le cas. Le correspondant de Fox News, Trey Hingst, qui travaille sur place, rapporte que le président Trump lui a dit ce matin qu'il garantirait la vie sauve aux négociateurs iraniens, ce qu'ils ont eux-mêmes demandé. Cela paraît tout à fait logique. Je veux dire, les négociateurs doivent être vivants si vous voulez négocier avec eux. Et je cite, « L'essentiel, c'est qu'ils n'auront pas d'armes nucléaires. » Ils ne négocient même pas sur cette question. C'est aussi simple que ça, a déclaré le président Trump. Ils ont déjà fait des concessions à ce sujet. La plupart des points ont en réalité déjà été concédés. Autrement dit, Trump affirme à nouveau que les négociations sont en cours et que beaucoup de choses ont déjà été convenues, y compris l'abandon total de l'arme nucléaire. Vous pensez que Trump invente, ment, bluffe? Vous pensez qu'il négocie avec quelqu'un qui n'a aucune influence? Nous ne pouvons rien savoir avec certitude, mais Trump peut très bien s'en moquer. D'habitude, il négocie de façon magistrale. Même s'il bluffe, dans quel but le fait-il? Donc, ce matin, en parlant avec le journaliste de Fox News Trey Hingst, Trump a déclaré « Le régime iranien a déjà renoncé à son programme nucléaire. Ils ont déjà dit « D'accord, nous ne le ferons plus jamais. » Et sur la plupart des autres points, ils ont aussi fait des concessions. Eh bien, le temps nous dira à quoi cela ressemblera exactement. Je suppose que nous allons le découvrir ici. Les dernières informations indiquent que le président Trump aurait déclaré, je cite, « Il y a de très bonnes chances que l'Iran conclue un accord, mais s'ils ne le font pas, je vais tout faire exploser là-bas. » Entre autres choses, les médiateurs sont moins optimistes quant à la proximité d'un accord, mais ils déclarent qu'ils travailleront jusqu'à la dernière minute pour parvenir au moins à un accord partiel, afin de repousser l'ultimatum du président Trump. L'Iran a accusé Trump de planifier des crimes de guerre et a menacé de riposter par des frappes similaires sur les infrastructures. Israël et les États du Golfe Persique. Contre Israël et les États du Golfe Persique. 3. Voici la déclaration de Trump. Les négociations se passent bien, mais vous n'arriverez jamais à une victoire totale avec les Iraniens, et cela semble vraiment être le cas. Les Iraniens, on dirait, ne veulent jamais vraiment conclure un accord concret. Ils veulent que ces négociations continuent sans aucune réelle intention de les conclure. Ils attendent simplement le bon moment. C'est ce qu'on fait toujours en Orient. On négocie longtemps, on traîne, puis on semble céder. Mais au dernier moment, on renonce à tout ce qu'on a promis et on propose de recommencer depuis le début. C'est ce qu'ils faisaient avant la guerre, ne croyant pas qu'elle commencerait, et ils ont eu la guerre, mais ils n'ont pas su s'adapter et se comportent exactement comme avant. Ils font la même chose, en espérant que cette fois, le résultat sera différent. Vers quoi semblent se diriger les négociations et cette menace de Donald Trump va-t-elle vraiment se réaliser? Eh bien, comme c'est souvent le cas avec Donald Trump, c'est assez imprévisible. Cependant, je noterai qu'il semble que les négociations avancent dans la bonne direction, et je comprends que cela puisse sembler illogique. Compte tenu du fait que l'Iran a déjà déclaré 1 million de fois qu'il s'est retiré des négociations, qu'il a rejeté la proposition des États-Unis et que les négociations n'ont même pas lieu. Et puis, environ 1 ou 2 jours plus tard, nous apprenons qu'en coulisses, c'est tout le contraire qui se passe et beaucoup de gens stupides tombent dans le panneau.
Mais j'aimerais aussi souligner peut-être les nouveaux leviers d'influence dont dispose l'Amérique, car ces derniers jours, nous avons bien sûr vu comment le pilote du F-15 a été évacué d'Iran. Il ne faut pas oublier qu'il ne s'agissait pas uniquement de la vie du pilote, même si c'est le plus important. Soyons francs, c'était aussi une grande bataille de propagande entre l'Amérique et l'Iran. En effet, si l'Iran avait réussi à capturer le pilote américain, il ne se serait pas contenté de l'exhiber, cela aurait été un moment extrêmement démoralisant pour les États-Unis. Mais il l'aurait probablement gardé en otage et aurait dit « Eh, on veut une rançon !» C'était notre atout pour les négociations, mais l'intervention américaine l'a récupéré, privant l'Iran de cet avantage et offrant une victoire de propagande à l'Amérique. Cela dit aussi, vous savez, nous avons déjà agité cette menace. Nous pouvons envahir le détroit d'Ormuz, nous pouvons envahir l'île de Karg. Notez comment vos forces terrestres ont agi et la façon dont vous avez été humiliés. Même vos gens, dit-on, ont essayé d'aider les soldats américains. Voulez-vous vraiment continuer? C'est donc un levier, n'est-ce pas? Toute cette situation, je dirais, peut en fait faire pencher la balance des négociations en faveur de l'Amérique parce que cela montre simplement aux Iraniens à quel point leurs troupes sont réellement impuissantes. C'est une idée intéressante. Le fait de sauver tous les pilotes et, en général, leurs propres hommes a beaucoup plu aux Iraniens ordinaires. Pour les Iraniens ordinaires, ce n'est pas clair. Les États-Unis n'abandonnent pas les leurs en difficulté. Les forces du pays sont mobilisées pour sauver 2 personnes. 300 millions de dollars d'équipements ont été mobilisés pour sauver les leurs. C'est une démonstration puissante et concrète de ce que sont les États-Unis, et de ce qui nous distingue, du régime qui abat 35 000 de ses propres manifestants, ses propres citoyens qui manifestent. Ajoutez à cela une brillante et réfléchie opération psychologique, lorsque Israël a annoncé qu'il suspendait les vols et les bombardements pendant la recherche des pilotes. L'Iran a immédiatement convoqué une réunion des hauts responsables du corps des gardiens de la révolution islamique dans un bunker secret près de Téhéran. Le Mossad a aussitôt transmis toutes les informations au CENTCOM. Et le bunker a été frappé par des bombes de 2 tonnes larguées par un B-2 venu de nulle part, décapitant une fois de plus. Le commandement iranien. Maintenant, ce sont les commandants qui commandent les divisions et les sous-lieutenants qui commandent les régiments. Le président se vante d'un massacre de dirigeants iraniens réunis. Il a déclaré sur Truth Social que de nombreux responsables iraniens jugés incompétents ont été éliminés. Il a publié cela avec une vidéo de la frappe. Cela coïncide avec les informations d'une chaîne Telegram selon lesquelles plus de 50 hauts responsables iraniens ont été éliminés lors d'une frappe conjointe des forces israéliennes et américaines. Les Américains étaient présents, mais les informations venaient bantôt des Israéliens. Les agences internationales annoncent des négociations en cours. Et que l'Iran va de l'avant. Eh bien, personne n'en douterait, n'est-ce pas? En fait, la presse américaine libérale dit qu'elle croit davantage les Iraniens. Ils font davantage confiance aux chaînes iraniennes d'État qu'au président des États-Unis. En même temps, nous venons d'apprendre d'Axios que les États-Unis et l'Iran discutent des conditions d'une trêve de 45 jours qui pourrait conduire à la fin du conflit. Je rappelle que vendredi encore, les médias d'État iraniens déclaraient avoir rejeté la proposition de trêve des États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cette nuit-là, 50 de leurs dirigeants ont été tués dans une explosion à Téhéran. On dirait qu'à chaque déclaration, ils en tirent une leçon. Cela ne finira pas bien. Amérique. Qu'est-ce que c'est? On me demandait souvent autrefois ce que j'avais trouvé en Amérique. Ce sont donc des jungles de fer, voire de pierre, me disaient mes amis européens et israéliens. Il n'y a pas d'humanité là-bas, ils ne pensent qu'au profit, il n'y a pas de relations humaines. C'est ce que me disaient ceux qui soit n'y étaient jamais allés, soit n'avaient fait que de courts séjours en Amérique. Eh bien moi, je vais vous dire ceci, je suis fier de faire partie de ce pays. Je n'ai ressenti une telle fierté qu'en Israël et ici, et je vais vous expliquer pourquoi. Dans l'histoire de chaque pays, il y a un moment de vérité. Ce n'est pas toujours une grande bataille ou une victoire éclatante. C'est souvent un seul soldat entouré d'ennemis qui chuchote à la radio « Vous viendrez me chercher ?» Et de la réponse du pays dépendra s'il restera grand ou s'il deviendra juste un ensemble de beaux mots. Un peu d'histoire. Somalie. 1993. Mogadiscio. Les Rangers américains et les forces spéciales ont été plongés en enfer, résumés ensuite en 2 mots. Black Hawk Down. Des hélicoptères abattus, des combats de rue,
des soldats encerclés, des appels à l'aide à la radio. Les commandants réclament renforts, blindés et extension de l'opération pour sauver les leurs. Mais en haut lieu, on regarde la télévision plutôt que les cartes. À quoi cela ressemblera-t-il? Combien de voix cela coûtera-t-il aux élections? Et comment la presse va-t-elle réagir? Au final, la décision arrive trop tard. Plus tard que nécessaire. Le soutien est insuffisant, et après le choc et les images de Mogadiscio, la Maison-Blanche met simplement fin à la mission. Les soldats ressentent l'essentiel. Si tout se passe mal, au lieu d'envoyer des renforts. Les efforts pour eux et même le sacrifice deviennent une raison de partir avec dignité. Là-bas, dans la poussière de la Somalie, l'Amérique a entendu pour la première fois, haut et fort, qu'un soldat ensanglanté et encerclé pouvait n'être qu'un obstacle gênant pour la carrière politique de quelqu'un. Libaya. Benghazi. Le 11 septembre 2012. Un petit complexe américain devient une cible. La nuit s'embrase. Les diplomates et les combattants se défendent. Ils appellent des renforts et les attendent, avions, hélicoptères, toute aide qui viendra leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Les heures passent. À Washington, il y a une réunion. Quand on appelle Hillary Clinton, elle ne décroche pas le téléphone. Elle dort, elle ne viendra pas. Des gens meurent là-bas et elle ne viendra pas. Vous pensez vraiment que ce n'est pas elle qui a donné l'ordre si elle était absente? Des discussions, des formulations, comment présenter tout cela, quoi dire à l'antenne, mais sur place il y a de la fumée, des tirs, des gens qui tiennent bon dans l'espoir qu'un avion américain va bientôt apparaître dans le ciel, comme on leur a dit. Dans 1 heure, il sera chez vous, il a déjà décollé. Mais il n'a pas décollé et il n'apparaît pas. 4 Américains meurent. Encore une fois, quand la vie de nos gens entre en conflit avec le confort politique, c'est le confort qui l'emporte. Août 2021, Afghanistan. 20 ans de guerre se terminent non pas par un défilé, ni par un plan précis, mais par une fuite. Les scènes à l'aéroport de Kaboul feront le tour du monde. Les gens courent après les avions, s'accrochent au train d'atterrissage, puis tombent du ciel. Ceux qui croyaient en l'Amérique servaient d'interprètes, et mettaient en leurs familles en danger le savent. Ils ne seront pas évacués, demain les talibans viendront chez eux. Nos soldats postés à l'Abbey Gate se retrouvent entre le désespoir de la foule et la menace d'un attentat. Quand un kamikaze se fait exploser, 13 militaires américains meurent en 1 seconde. D'en haut, on continue de parler de la fin d'une guerre sans fin et d'une décision historique. Mais pour les 7 morts, pour les alliés abandonnés, cette histoire s'est transformée en honte et en trahison. Pour la 3e fois en 1 génération. L'Amérique voit là où il faudrait aller jusqu'au bout avec les siens, mais elle préfère un geste commode, une belle formulation. Et toi? Aujourd'hui. Une autre guerre. Un conflit acharné oppose l'Amérique à l'Iran. Une nuit, un F-15E américain s'engage sur une trajectoire d'attaque. Un éclair, un impact, l'alarme retentit. L'avion est abattu au-dessus des montagnes, en plein territoire iranien. Les 2 pilotes s'éjectent. L'un d'eux est rapidement retrouvé et évacué par nos équipes de recherche et de sauvetage. Le second, blessé, est emmené dans les montagnes. Je vous en prie. Parmi les rochers et la neige loin de nos positions. La première chose que fait Washington après avoir clarifié la situation, c'est d'annoncer officiellement que les 2 membres d'équipage ont été sauvés et sont en sécurité. Cela a été fait pour que les Iraniens ignorent qu'un pilote est vivant, caché et attend de l'aide. Tant que l'ennemi pense l'affaire close, les sauveteurs gagnent du temps. Dans les couloirs du pouvoir, une personne privilégie ses chiffres ou son jeu politique à la vie du pilote. Quoique reçoive Donald Trump des informations du Pentagone fuyant vers la presse. En réalité, un pilote a été sauvé et l'autre est toujours dans les montagnes d'Iran. On le cherche, mais on ne l'a pas encore retrouvé. Un journaliste publie ce reportage. Les Iraniens le lisent. La réaction est immédiate. Les unités motorisées iraniennes sont mises en alerte et se dirigent vers la zone où le pilote pourrait se cacher. La rumeur d'une importante récompense pour la capture du pilote américain gagne village et petite ville. Des centaines puis des milliers d'habitants affluent dans les montagnes. Rêvant d'une récompense pour leur travail, ce qui devait être une opération de sauvetage secrète se transforme en une chasse à l'homme. Cela a commencé à Washington à cause de bavardages indiscrets, pas à Téhéran. La première tentative de sauvetage commence alors que la région est littéralement infestée de patrouilles iraniennes. L'endroit où les sauveteurs doivent arriver est bombardé pour couvrir les voies d'approche.
L'opération doit être annulée avant d'atteindre l'objectif. L'avion qui partait pour sauver a été touché. La deuxième tentative est encore plus difficile. 2 hélicoptères avancent dans des conditions compliquées. Risque maximal, les Iraniens déjà en alerte ouvrent le feu. Plusieurs membres d'équipage blessés, appareils endommagés. Les commandants doivent choisir entre continuer et perdre tout le monde ou battre en retraite et chercher une autre voie. Les commandants doivent choisir, continuer et perdre tout le monde ou battre en retraite pour chercher une autre voie. Les hélicoptères font demi-tour et s'en vont. Membres de l'équipage. Colonel d'ailleurs. Grand, beau, entraîné, impressionnant, seul dans les montagnes, comprenant qu'on a essayé de venir le chercher 2 fois et que 2 fois déjà, ils n'ont pas réussi. Après 2 échecs, les politiciens prudents disent généralement que c'est trop dangereux, qu'un seul homme ne vaut pas de telles pertes. Mais la décision au quartier général, à la Maison-Blanche, dans la salle de crise, est tout à fait opposée. Nous irons jusqu'au bout. Nous mobilisons tout ce que nous pouvons mobiliser, a déclaré Trump. Nous allons le sauver. La nuit, 2 avions de transport volent très bas pour éviter les radars. Sans lumière, dans un silence total, ils se dirigent vers une région montagneuse et atterrissent non pas sur un aérodrome, ni sur une piste préparée, mais sur une simple route de campagne, transformée en une piste d'atterrissage improvisée. À bord se trouvent des hélicoptères légers démontés et des forces spéciales. Ils sont rapidement assemblés. Les hélicoptères sont assemblés. Dans l'obscurité, les équipages sortent le matériel. Dans un silence total et dans l'obscurité, ils assemblent ces 4 hélicoptères directement sur la route. Pas de faste, pas de fanfare, seulement des délais serrés et de la compréhension. Le moindre bruit, la moindre erreur. Les Iraniens les pilonneront à l'artillerie et aux missiles. Après avoir assemblé 4 petits hélicoptères, les forces spéciales se dirigent vers l'endroit où, selon les renseignements, le pilote blessé se cache encore. L'opération censée durer 40 minutes, décoller, récupérer, revenir, devient une mission de plusieurs heures. Combat, ils sont repérés, on tente de les arrêter. Les unités iraniennes, armées et locales, attirées par la récompense, ont envahi la région. Toute tentative de blocage, d'encerclement ou d'approche reçoit une riposte ferme. Les Américains agissent avec une extrême fermeté. Ils éliminent tous ceux qui tentent d'empêcher l'évacuation. Ce n'est plus simplement un sauvetage, c'est une petite guerre au sein d'une grande guerre, mais finalement, ils y parviennent. Jusqu'au nôtre. Le nôtre. Il est sauvé, vivant, épuisé, blessé, mais encore capable de comprendre l'essentiel. On est quand même venu le chercher. Ils le traînent dans l'hélicoptère, ripostent, brisent l'encerclement et reviennent par cette même route étroite où les avions de transport les attendent. Quand les hélicoptères reviennent, il s'avère que la nature a joué contre eux. La route qui servait de piste d'atterrissage a été emportée par les eaux. Les avions de transport lourds ne peuvent pas décoller. Le commandement est confronté à un choix. Tenter de les sortir, risquer la vie des hommes et l'échec de l'opération en tentant de récupérer les avions ou les faire exploser sur place. Chaque avion vaut environ 100 millions de dollars. 200 millions à eux seuls sont en jeu. La décision est prise de détruire les 2. D'abord, évacuer les gens et tout ce qui peut l'être avec ces mêmes petits hélicoptères dont 2 sont déjà endommagés. Ensuite, placer des charges et faire exploser les avions pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. Sur les petits hélicoptères, surchargés et endommagés, tout le groupe décolle et s'éloigne. Là où les nôtres pourront les couvrir et les emmener plus loin. Et ils reviennent tous. Et on filmera. Un homme qui vient d'être laissé seul dans la montagne, qui aurait déjà été compté dans les statistiques sous un autre président. Pendant que tout cela se passait de l'autre côté du globe, dans les montagnes d'Iran. En Amérique, les passions étaient en ébullition. Une partie de l'establishment politique et des médias continuait de débattre pour savoir qui avait raison, qui était coupable, comment agir correctement sans paraître trop cruel, comment ne pas offenser l'adversaire. Certains condamnèrent les formulations et les codes de popularité, d'autres les fuites du Pentagone, d'autres encore le droit du journaliste à garder ses sources. Le journaliste ayant révélé qu'un pilote était encore en Iran est devenu central dans le débat sur la liberté de la presse et la sécurité nationale. Il faut le mettre en prison pour le reste de sa vie. L'État, pendant ce temps, essaie de découvrir qui a divulgué ces informations, mettant en danger l'opération et la vie de nos gars. Si nécessaire, les journalistes seront emprisonnés. Bien sûr, pas pour leur opinion, mais parce que jouer avec des secrets en temps de guerre est devenu une menace pour la vie des siens. Tandis que certains débattaient au tribunal sur les droits et les codes de popularité, d'autres prenaient des risques en montagne, tout cela pour qu'un Américain ne reste aux mains de l'ennemi. L'histoire des dernières décennies se résume en une série très simple.
En Somalie, les soldats sont devenus un problème politique qu'il était plus commode d'ignorer. Il suffisait simplement de se détourner et de ne plus leur prêter attention. À Benghazi, les gens appelaient à l'aide, et ils n'ont jamais reçu de secours, parce que quelqu'un jouait à des jeux politiques. En Afghanistan, nos alliés, les militaires, sont devenus les victimes de la précipitation et du désir de conclure un discours de façon élégante. Dans les montagnes iraniennes, toute la machine militaire fut mobilisée pour un pilote, hélicoptère transporté en avion, machine lourde posée sur une route de campagne et 3 prises de risque. Ils ont fait exploser 2 avions, chacun coûtant 100 millions. Tout cela juste pour ne pas abandonner l'un des leurs. Voilà où réside le choix principal. Certains présidents pensent surtout à eux, à leur popularité, à leurs interviews et à leur image dans les actualités. D'autres estiment que chaque soldat, diplomate ou pilote représente l'Amérique. Si aujourd'hui tu en abandonnes un, demain il n'y aura plus personne pour défendre tout le pays. Un État qui a l'habitude de partir dès que cela devient difficile cesse d'être une grande puissance. Un pays qui va jusqu'au bout pour les siens, même à travers les montagnes, à travers le feu, même au prix de centaines de millions de dollars, reste l'Amérique. Celle-là même en laquelle on croit. Celle en laquelle nos gars croient. Celle dont je suis fier. Dans l'armée israélienne, je savais que, Dieu nous en préserve, s'il arrivait malheur, ils attaqueraient autant de fois qu'il le faudrait pour te récupérer. Je savais combien de personnes ont été sacrifiées pour dégager les défenseurs de Deversoir. C'était sur le canal de Suez, à la ferme chinoise. C'était en octobre 1973. C'est justement en octobre que j'ai déposé une demande pour quitter l'Union soviétique afin de m'installer définitivement en Israël. Pour la réunification familiale, une famille que je n'avais jamais vue. Et quand on nous a laissés partir, c'était un vrai miracle. L'histoire de la ferme chinoise était bien connue. On nous y emmenait quand je suis entré à Tsahal en 1975. J'avais alors le même sentiment qu'aujourd'hui, après le sauvetage du pilote. D'ailleurs, le jour, ou plutôt la nuit d'Entebbe, quand le frère aîné de Bibi, Yoni Netanyahou, a mené le groupe d'assaut en Ouganda pour sauver les otages capturés et morts, on nous a appelés, au même endroit. 4 régiments, chacun avec 3 batteries d'artillerie à très longue portée. À l'époque, c'était de l'artillerie à très longue portée, mais aujourd'hui, elle est plutôt à courte portée. Voilà, et nous les avons déployés et pointés en direction d'Alexandrie pour rappeler aux Égyptiens que tout mouvement à gauche ou à droite serait littéralement puni par le feu. Les gars sont revenus de NTV avec un frère de Bibi tombé au combat. Tout le monde célébrait, mais dans leur famille, c'était la mort du fils aîné et du frère. Heureusement, lors du sauvetage des pilotes d'Iran, il n'y a pas eu de victimes, ce qui nous permet de fêter. La mort des frères, c'est seulement chez les ennemis. Vous pouvez demander, que faisons-nous là-bas, en Iran ? Pourquoi exposer les nôtres au danger et, comme on dit, bouleverser la vie des autres ? La République islamique est née d'un crime. En novembre 1979, des étudiants iraniens, avec le soutien du régime, ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran et ont retenu 66 Américains en otage. Ça a duré combien déjà ? Le chiffre était amusant. 444 jours, je crois. Voilà. En avril 1983, un groupe pro-iranien appelé Djihad islamique a fait exploser l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. En octobre 1983, c'était déjà à mon époque, pour ainsi dire, le Hezbollah pro-iranien a détruit la caserne. 220 soldats américains de l'infanterie américaine ont été tués. C'est après cela que je suis parti de New York pour Israël, parce que mon régiment a été mobilisé. Les États-Unis considèrent l'Iran comme le principal soutien étatique du terrorisme, dépensant plus d'1 milliard de dollars par an pour financer des activités terroristes dans le monde entier. L'Iran mène la guerre par procuration, sans combattre directement. Mais il fait la guerre. Les gardiens de la révolution islamique ont armé des centaines de milliers de combattants chiites en Syrie et soutiennent les Houthis au Yémen. Avec des missiles balistiques et des drones, ils aident les milices chiites en Irak à construire des arsenaux de missiles. L'Iran a secrètement développé son programme nucléaire pendant des années, en niant son caractère militaire. L'Iran a poursuivi le développement de missiles balistiques, violant la résolution de l'ONU. Là où ses proxys ont échoué à s'implanter, il a mené des actions subversives contre ses rivaux. Eh bien, en Arabie Saoudite, à Bahreïn, au Koweït, en Afghanistan, au Yémen. Les Houthis soutenus par l'Iran ont provoqué une catastrophe humanitaire. Au Liban, le Hezbollah est devenu de fait un État dans l'État. L'Iran ne se limite pas au Moyen-Orient.
En août 2022, le ministère de la Justice des États-Unis a inculpé un agent iranien pour avoir organisé l'assassinat du conseiller à la sécurité nationale de Trump, John Bolton. D'après les informations disponibles, Mike Pompeo figurait également sur la liste des cibles. Sa tête avait été mise à prix pour $1 million. Le régime iranien n'est pas un État avec une politique étrangère agressive. C'est une théocratie au service de l'État. L'exportation de la révolution, la destruction d'Israël et des États-Unis sont des objectifs inscrits dans leur constitution. Ce ne sont pas des directives temporaires. C'est précisément pour cette raison que les administrations américaines, de Carter à Biden, n'ont pas pu trouver de solution durable. Le problème ne vient pas des dirigeants en particulier, mais de la nature du régime. Peu importe qui arrive au pouvoir. Tous les présidents des 60 dernières années ont promis d'arrêter l'Iran, seul Trump l'a fait. Tous ont promis de transférer l'ambassade américaine à Jérusalem. Trump a transféré l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. Tous ont promis de reconnaître le Golan comme israélien, mais c'est Trump qui l'a fait. C'est là que je dis qu'on a eu un vrai coup de chance avec lui. Donc si quelqu'un n'aime pas qu'il aime être complimenté, qu'il ne rechigne pas à se vanter et qu'il peut facilement battre des records, personnellement, je m'en fiche. Parce que je sais que quand un gars dit quelque chose, il le fait. Et il fait exactement ce que j'aimerais que le président des États-Unis d'Amérique fasse. Donc merci Trump. Et merci à vous aussi de m'avoir écouté. À la prochaine. Rédacteur.